Comment supposer que mon quartier disparaîtrait, amputé avant d'être assassiné sur sa colline par les promoteurs? Comment croire que des pierres et des hommes seraient broyés sous le même concasseur? Sommes-nous incapables de préserver l'un et l'autre, assez lâches pour laisser faire? On aurait pu garder à Belleville son aspect village, si l'on avait voulu. Au lieu de le casser sauvagement, systématiquement, on aurait pu abattre ce qui ne tenait pas debout, consolider ce qui méritait de l'être et nous rendait la vie si agréable. On a fait le contraire. Au nom du modernisme et du social, on a supprimé les bistrots, les cinémas, les bals musettes, oubliant l'essentiel dans ce saccage, les hommes. Pourquoi? Parce qu'en raison de sa situation exceptionnelle, la grande ville veut récupérer le terrain et l'annexer pour en faire un lieu de résidence à l'usage des hauts salaires. Parce que le pouvoir a un compte à régler avec les prolétaires descendants de la commune. Allez, machons, du courage! Un jour peut-être bien après moi, un jour on chantera. C'est heure pour bercer un chagrin ou quelque heureux destin. Fera-t-il vivre un vieux mendiant ou dormir un enfant? Tournera-t-il au bord de l'eau, printemps sur un phono? Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues, leur âme légère et leurs chansons qui rendent gai, qui rendent triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Et vous trouvez qu'il a changé? C'est plus notre Méline Montant, hein? C'est dû à quoi? C'est dû au changement déjà des démolitions et puis beaucoup de choses. Enfin, j'aimais mieux le quartier d'avant. Ah, moi aussi. Vous aussi, hein? Comment il était ce quartier avant? Ah, c'était un peu plus familial, c'était plus chaud, il y avait davantage de voisinage maintenant. C'est devenu il y a beaucoup de monde, quoi. C'était un petit quartier, un petit village, mais montant. C'était gai. Oui. Moi, je voudrais un bouquet de fleurs, s'il vous plaît. Comme ceci, là.
chapeau l'hôpital ici. Hein. À 35, allez, 35, allez-y, soin. Et vous étiez en train d'évoquer là vos souvenirs sur la rue de Ménilmontant. Comment c'était avant? Oh, la rue de Ménilmontant avait beaucoup de charme. Il y avait toutes les marchandes de 4 saisons, il y avait des chanteurs ambulants. C'était une rue qui était excessivement vivante. Il suffisait de descendre un dimanche matin pour s'apercevoir que c'était un quartier qui vivait, qui bougeait. Les gens se connaissaient. L'âme d'un quartier, qu'on le veuille ou non, c'est quand même ses habitants. Ces petites professions, il fallait entendre il y a quelques années, il y a seulement 10 ans, dans tous les petits passages, les marteaux, le chant sur les métaux, enfin, c'était un quartier essentiellement métallurgique, industriel. Bon, on faisait beaucoup d'apprentis dans ce quartier. Moi-même, ayant fait mon apprentissage rue de Ménilmontant au 18, j'ai poussé la lime. Bon, c'est un quartier qu'on apprend à aimer. Je crois que l'idée, c'est quand même d'une part de redonner vie au village, Ménilmontant, et puis de manifester que ce village est peuplé par des gens différents. Et cette année, je pense que la présence de l'association portugaise, c'est bon. Oui. Il y a eu aussi, ce soir, c'est une pièce maghrébine. Il y a des danses ce soir qui seront de toutes les nations. Il y a eu une troupe yougoslave, elle aurait certainement pu participer davantage. Enfin, je crois que c'est un petit peu dans ce sens-là que doit se manifester la vie de Ménilmontant. Là, aujourd'hui, c'est sur le registre de la fête, mais on essaye aussi qu'elle soit dans la vie plus quotidienne, dans les écoles, par exemple. À partir du moment où on veut mettre en valeur ce que les Espagnols appellent une convivence, c'est le fait de vivre ensemble au niveau d'un quartier, il faut qu'il ait les moyens d'expression et de communication. Alors, une radio, une télévision, c'est des moyens de permettre à tout le monde de dire quelque chose. Alors, je trouve que c'est d'autant plus important en général, mais pour nous, que que beaucoup de gens d'ici sont des gens de civilisation orale.
L'opération de réhabilitation du quartier Marcascade a été décidée lors d'une délibération du Conseil de Paris le 7 juillet 1980. En décembre 80, une antenne a été installée dans une boutique par les HLM pour informer la population. Parallèlement, des habitants constituent une association de défense. Même les uns et les autres, bien que vous passez tous les jours devant, il vous est jamais arrivé de rentrer dans la boutique? C'est plutôt intimidant. C'est plutôt intimidant. Puis ma foi, on voit des personnes assises, on dit bon bah vaut mieux pas les déranger. Non, je crois que c'est plutôt. Non. Personne n'est. Je ne crois pas que personne n'y soit rentré. On a tous regardé devant, on voit les gens qui sont à l'intérieur et puis c'est tout. Hein. Et maintenant, est-ce que vous oseriez rentrer? Peut-être que oui maintenant parce que. Ça dépend. Ce qu'il y a, c'est que la personne qui est là, elle ne saura pas ce que le propriétaire il veut faire. Non. Hein? Nous maintenant c'est. Il n'est pas là, déjà il n'est pas à Paris le propriétaire. Alors, De toute façon, on y rentrera pour en savoir plus. Vous avez créé une association là, pour la défense du quartier Marcascade. À quel moment? Nous avons commencé, je crois, en octobre, le 15 octobre. L'association a été créée à la suite d'une réunion qui avait été tenue par Michel Charza, qui était à l'époque encore élu sur le 20e arrondissement et élu conseiller de Paris. Et Michel Charza avait proposé cette réunion pour informer les gens qu'il y aurait une opération de réhabilitation sur le quartier. Voilà. Alors l'opération de réhabilitation, c'est quelque chose de très intéressant. Le seul problème, c'est qu'on considérait qu'il fallait quand même peut-être demander aux gens leur avis, et éventuellement si vous voulez rester dans le quartier, et à quelles conditions, et si ils n'en seraient pas chassés. Donc c'est une association de défense des habitants du quartier. Voilà. On savait aussi qu'il y a eu des opérations analogues dans beaucoup d'autres quartiers et que trop généralement on voyait les personnes âgées, puisque moi je me suis un peu plus spécialement intéressée aux personnes âgées, les personnes âgées qui sont, comme on dit, déportées en dehors de Paris. Et c'est une des craintes, aussi bien que la disparition des petits commerces, de l'artisanat. Et M. Glech, qui est devenu notre trésorier de l'association et qui est le plus ancien, je crois, habitant du quartier de nous tous, il connaît particulièrement les questions d'artisanat et de travail. À ce point de vue-là, il était le mieux placé d'entre nous pour parler avec les gens et défendre ce point de vue. C'est-à-dire, j'avais pas mal de temps libre. C'est ça, alors évidemment, je suis disponible. C'est là mon grand secret. Ça s'arrête là. Pour le restant, j'apprends. Et croyez-moi, il y a beaucoup à apprendre. Vous donnez ces permanences tous les samedis? Tous les samedis de 3 à 5. C'est-à-dire de 15 à 17. Et à quelle adresse? 11 rue Henri Chevreau. Le problème jusqu'à présent, c'est que nous n'avons eu que des gens qui venaient évidemment parler de leurs problèmes et de leur cas personnel. En tant que membre de l'association, nous désirerions davantage qu'ils prennent en compte l'ensemble du quartier. Et il est très difficile de faire passer d'un cas particulier à un cas général. Nous avons déjà tenu quelques assemblées générales, très peu, parce que nos informations jusqu'à présent étaient très très diffuses, très confuses surtout. Elles étaient très contradictoires et nous en sommes actuellement justement à même nous poser la question de savoir si le secteur Marcascade est encore en zone de réhabilitation. Alors ça pose un problème énorme. Rencontre le 7 juillet 81 à l'antenne HLM entre l'association Marcascade et l'architecte responsable du plan d'aménagement, Antoine Grimbach. Les habitants évoquent leurs difficultés d'accès au dossier et leur crainte de se voir manipulés, voire expulsés. Ils demandent un délai de réflexion pour analyser les propositions du plan d'aménagement et pouvoir y apporter certaines modifications. Ils cherchent surtout à situer les responsabilités des différents partenaires, Ville de Paris, HLM, architectes. Non, mais moi je constate qu'à partir du moment où un permis de démolir n'est pas affiché au moment de la démolition, c'est que c'est totalement illégal. Et que l'office de HLM se permette de faire ça, ça sous-tend des actions qui sont assez troubles. Et moi j'attire l'attention des gens sur ce problème particulier.
importante la matière. Oui, mais enfin, nous, on pose le problème. Oui, d'accord. Parce qu'un particulier est obligé d'afficher son permis de construire et son permis de démolir. Donc l'office n'a pas à C'est exact, non, mais c'est une infraction. on prend C'est une infraction grave en plus qui va à l'encontre même de ce que vous dites, puisque vous prétendez vouloir garder les activités artisanales. Or, les bâtiments que vous avez démolis sont des bâtiments qui étaient en parfait état d'abord. Ensuite, il y avait une activité qui se passait il y a très peu de temps. Et ça a été démoli complètement, alors qu'il y avait une possibilité de réimplanter des industries dans ce local. Et ça, je trouve que c'est strictement scandaleux. Cet immeuble a été démoli parce que le cabinet Grimbach avait pour cette parcelle un autre projet. Oui, non, mais ça, c'est pas une justification. Non, mais moi, je vous communique les informations dont je dis. Oui, non, mais c'est pas une justification. Ce que je veux préciser, c'est que dans le cadre de cette antenne, on a des responsabilités particulièrement limitées et que dans les autres parts, en particulier en province, les responsabilités des chargés d'opération sont beaucoup plus grandes. C'est possible, mais... On a estimé que sur Paris, les choses étaient trop importantes, en particulier au niveau foncier. On connaît très bien les problèmes de la spéculation immobilière en Paris et on a voulu nous décharger de ces problèmes. Sauf que la spéculation existe quand même sur le quartier. Vous essayez de faire passer ça sur le cabinet Grimbach, vous faites de la démolition, c'est ce que vous venez de dire. Non, je dis que l'office des HLM a procédé à la démolition de cet immeuble pour réaliser le projet du cabinet Grimbach. Voilà ce que j'ai dit. Oui, mais c'est pas une il y a quand même une singulière. Non, mais il y a quand même une singulière. Non, si vous permettez, je tiens à dire, si vous permettez, il y a quand même une singulière différence avec ce que vous venez de dire. Je trouve qu'il y a une déformation totale de mes propos. Non. J'ai pas dit que je faisais passer ça sur le dos du cabinet Grimbach, j'ai dit que l'office avait démoli ça pour réaliser le projet Grimbach. Non, mais le projet Grimbach est maître d'œuvre, vous êtes maître d'ouvrage et c'est vous qui décidez. Le projet Grimbach est soumis à l'office des HLM. Et si le conseil d'administration de l'office des HLM estime que le projet Grimbach est satisfaisant pour cette parcelle, le conseil d'administration décide de mettre en œuvre l'opération. Voilà comment ça se passe. C'est bien les HLM qui décident. C'est les HLM. Exact. Que ça soit Grimbach, Pierre ou Paul qui le fasse, ça nous est égal. Nous, c'est mais dans ce cas particulier, si vous permettez, il faudrait savoir. Le projet Grimbach, est-ce que c'est un projet, monsieur l'architecte, monsieur Nicolas, il faudrait savoir, le projet Grimbach, est-ce que c'est un projet qui est susceptible d'être amendé, c'est-à-dire qui est soumis à discussion, qui n'est absolument pas exécutoire, ou, conformément à ce qu'il semble se dire, c'est-à-dire, vu les opérations qui sont en cours, qui ont été réalisées, est-ce qu'il est déjà exécutoire et donc, dans quelle mesure, enfin, quel crédit à ce genre de discussion? Chaque année, la plupart des associations de Ménilmontant organisent une grande fête à partir de la boutique du quartier, le Ménilmuche. Depuis 11 ans, le CLAD, Comité de liaison pour l'animation et le développement du 20e arrondissement, informe régulièrement les habitants sur les problèmes d'aménagement et d'urbanisme. Il a ainsi contribué à la création d'associations de défense telles que celle du quartier Marcascade. On a mis beaucoup de temps C'est un joli souvenir. Minimum, insuffisant. Insuffisant, minimum, on ne peut rien dire. Ils ne font pas de minimum, justement. Préféré par la loi et la jurisprudence. 21 juillet, réunion à l'antenne d'information. Sont présents, outre l'association, un responsable des HLM, M. Chaland, et l'architecte auteur du plan d'aménagement, M. Grumbach. Les habitants veulent connaître l'avancement du dossier de réhabilitation et interrogent méthodiquement les différents partenaires. Le rôle de l'office est en fait de s'intéresser au quartier, d'essayer de l'aménager, d'essayer d'améliorer les conditions de vie des habitants et l'urbanisme en général, et que pour arriver à ce but,
qui est, disons, un élément de principe au départ, il faut, comme d'habitude, utiliser les procédures existantes. Actuellement, effectivement, nous avons 3 types d'interventions. Une procédure d'opération programmée qui n'a pas encore abouti, une procédure d'étude d'aménagement, qui est ce que vous appelez le plan Grambach, qui est effectivement un plan d'aménagement de certains éléments du quartier, qui, elle non plus, n'a pas encore abouti, et un 3e volet, qui est le volet des acquisitions, soit amiables faites par l'office, soit par voie de préemption, soit que la ville les fasse, soit qu'elle les délègue à l'office. Donc actuellement, la seule phase réellement opérationnelle juridiquement a été cette phase d'acquisition. On pourrait éventuellement imaginer un scénario, on fait les déclarations d'utilité publique, on aménage les secteurs dits d'accompagnement, et puis l'opération programmée n'existe pas. C'est-à-dire que c'est la promotion immobilière privée qui récupère le bénéfice d'un aménagement. C'est la crainte que nous avons tous dans notre Oui, alors, si vous voulez, dans la mesure où sont effectivement administrativement 2 procédures indépendantes, votre scénario peut se produire. Il n'est pas juridiquement impossible. Oui. Bon, a priori, ce que j'exclus totalement, si vous voulez, c'est que l'opération programmée ne se fasse pas. Ce que je crains, c'est qu'elle soit retardée. Oui, mais enfin, nous, on n'a aucune garantie. Ah, mais moi non plus. J'en ai pas plus que vous. Oui, mais enfin, vous, disons que... Ce que nous mettons en question, c'est effectivement la clarté, la limpidité des fonctions de l'OPHLM. À notre avis, c'est loin d'être la vérité. Nous qui sommes des membres purement associatifs ou des personnes concernées dans le quartier, nous sommes très loin de savoir ce qui se passe. Et par conséquent, affirmer... Ce genre de réunion est fait justement pour vous informer. Hein. Excusez-moi, mais dire ce qui se passe et donner les éléments, y compris les risques, y compris éventuellement les gaspillages. On m'a demandé de faire l'étude d'aménagement, l'étude préalable, le dossier préalable de l'opération programmée avait déjà été confié à un bureau d'études spécialisé qui a déjà préparé une dizaine d'opérations programmées. Il est évident que ma sensibilité à l'analyse du quartier n'était pas tout à fait la même que celle des gens qui avaient été concernés simplement par un formulaire dans lequel ils regardaient immeuble par immeuble et ils disaient combien ça coûte, est-ce qu'on peut le réhabiliter, pas le réhabiliter. L'étude d'aménagement, elle vise à essayer de donner à un morceau de Paris ou de redonner à un morceau de Paris une cohérence. Et entre autres, personnellement, les limites que j'ai essayé de définir coïncident avec ce que j'appelle des limites naturelles, même si ce sont des limites artificielles. C'est-à-dire que je considère qu'on est obligé d'aller jusqu'à la rue des Pyrénées, parce que la rue des Pyrénées est une véritable limite, et que la rue de Ménilmontant aussi est une limite, qu'au sud, le chemin de fer est quand même une réalité, et est une limite. Voilà un très bon exemple de ce que c'est que le quartier de Marais-Cascade à Ménilmontant. C'est cette rue dans laquelle il y a, à la limite de la rue de Ménilmontant, il y a ces immeubles, et puis ensuite des maisons un peu plus basses, avec 3 étages, et puis encore une petite maison jaune rurale, et puis derrière un immeuble moderne, et puis plein de trous, plein d'immeubles dégradés, plein de terrains industriels plus ou moins abandonnés. C'est vraiment l'image de tout le quartier et tout le travail que nous allons essayer de faire et que nous faisons depuis quelques années, c'est d'essayer de réparer, d'intervenir d'une façon discrète et ponctuelle dans tout ce quartier. Ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'il y a un plan qui a été fait, mais qui évolue au gré des remarques faites par les associations, faites par les parents d'élèves, qui est en fonction des acquisitions foncières, des problèmes techniques. Donc c'est le plan que j'ai fait, c'est un espèce d'outil de diagnostic du quartier qui dit voilà quels sont les problèmes, voilà ce qu'on peut faire, et voilà
comment, à un moment T, on peut le faire. Mais d'une façon générale, il y a énormément de choses qui vont se changer, évoluer, mais c'est très lent, très long et très progressif. Et moi, je suis l'avocat même de cette durée, alors, car c'est ça qui permet de ne pas faire trop de bêtises. Et on trouve des petits immeubles réhabilités, très joliment réhabilités. Et je me sers toujours de cet exemple pour dire aux gens, dans ce quartier-là, on n'est pas obligé de construire des grands immeubles. Il faut apprendre à construire des séries de petits immeubles qui s'étagent sur la pente. Alors on va rentrer. Et alors on découvre comme ça en rentrant ce mélange d'activités artisanales comme ça en bas, d'un petit immeuble réhabilité, du derrière de l'école où on va rajouter des classes et le réfectoire, et un arbre, et en bas des ateliers avec cette passerelle. Et c'est vraiment tout ça le quartier, c'est-à-dire que c'est comme si au cœur du quartier, dans le fond des parcelles, il y avait vraiment une vie formidable, et quelquefois elle n'arrivait pas à sortir. L'origine du mot de Ménilmontant. Quoi, monsieur Glèche? C'est quoi l'origine du mot? Ménilmontant. Avant, il y avait une ferme. Oui. Qui s'appelait la ferme à Ménil. C'était le nom du... C'était le nom du propriétaire de la ferme. C'était la ferme Ménil. Oui. Et montant, ça vient de montant, qui voulait dire mauvais temps. C'est-à-dire la ferme au mauvais temps. Oui. Et petit à petit, c'est devenu Ménilmontant. Toute cette rue qui est un peu l'épine dorsale de tout le quartier et qui doit être complétée par la place qu'il y a au bout et où on était tout à l'heure, et qui est c'est vraiment le cœur du quartier. Et alors quand on franchit cette croûte d'immeubles qui accompagne la rue et qu'on rentre, comme par exemple ici, au 32 rue de la Mare, on tombe sur des séries d'escaliers qui montent, et où il y a des maisons avec des jardins, et où il y a toute une forme d'habitation extrêmement riche et intéressante qu'il faut absolument considérer comme étant le modèle avec lequel on peut construire dans le quartier. Des immeubles sur la rue, et puis derrière, des jardins, des escaliers, des emmarchements, des ateliers, des logements. Il y a même ici des gens qui font de la culture, qui ont un potager. Ça, c'est pas le seul endroit dans le quartier. Il y en a dans ces espèces d'oasis. La différence de niveau entre l'entrée de l'immeuble et le fond de la parcelle est de 10 mètres. C'est énorme, ça veut dire 3 étages. Alors là, il y a un potager. Bon, là, il y a des ateliers qui seraient reconstruits, des immeubles avec des gens qui ont des fenêtres sur la rue et des fenêtres sur le jardin. Et puis derrière, quand on continue et qu'on monte, on découvre d'autres immeubles d'habitation, d'autres logements. Et puis, malheureusement, et c'est ça qu'il faut jamais recommencer, c'est que dans les années 50, on a démoli ces courées, ces ensembles de logements et d'activités pour construire ces immeubles. Mais là, la cohabitation n'est pas trop mauvaise, mais souvent, ça enferme. Et voilà, on arrive. Là, il y a derrière un atelier de chaussures, parce que tout le quartier, c'est le quartier de la chaussure. Puis là, il y a un photographe qui s'est installé. Bon, eh bien, ce mélange d'artisans, d'artistes, d'habitants, de jardiniers. Là, on voit on va découvrir une série de petits jardins, comme ça. Chaque habitant de la maison a son petit jardin, avec sa porte. Alors on est en hiver, c'est pas le meilleur moment pour photographier, mais quand on vient en été, on voit c'est plein de fleurs et plein de légumes, et il faudra revenir en été. Puis il y a l'arbre qui sert à tout le monde. Et avant, ce passage allait jusqu'à la rue des Cascades en haut, et il a été coupé par l'immeuble. C'est pour ça que une de mes obsessions, qui est de réouvrir ces passages, on en voit ici l'illustration et l'intérêt.
17 mars 82, Assemblée générale de l'association Marc Cascade, en présence des élus du 20e, des associations locales, des responsables HLM et des architectes. Grande nouvelle, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPA, a enfin été attribuée au secteur Marc Cascade. Cette importante étape franchie, l'association s'interroge sur les procédures de contrôle du projet par la population. Alors cette opération, on en avait à la fois tout à attendre, et tout à espérer, et en même temps tout à craindre. Tout à espérer parce que, justement, plutôt que de laisser faire n'importe quoi, de laisser l'anarchie, de laisser éventuellement, comme ça s'est passé, des spéculateurs, des agents immobiliers, investir petit à petit un quartier et à terme le transformer complètement en évacuant la population, ce type d'intervention permet de contrôler les choses, de mesurer les interventions foncières, ce type de spéculation, et donc également permet des interventions publiques. Ça, c'est les objectifs avoués, c'est ce qui était défini notamment dans la délibération du Conseil de Paris. Ceci dit, l'expérience nous prouve que, en fait, bien souvent, surtout à Paris, les opérations de ce type qu'on a vu lancer, les opérations d'urbanisme ou les premières opérations programmées ou qui ressemblent, c'est le type d'opération du Marais, par exemple, ou dans d'autres sites de Paris, ont donné lieu à tout le contraire de ce qui était attendu, c'est-à-dire il a fallu qu'on se bagarre un petit peu avec l'OPHLM au début, je veux dire, pour avoir des informations, pour avoir accès aux documents. C'est vraiment, ça n'a pas été du tout facile, il y a eu des blocages. Au niveau de la façon dont l'opération elle-même a été conduite, du moins l'étude également, il y a eu des problèmes, on a été amené à intervenir, à faire des remarques. En me félicitant encore une fois du fait que cette association est vivace, qu'elle a une capacité de proposition qui me semble extrêmement positive, je souhaiterais également que nous puissions les uns les autres donner vie et corps à cette commission de coordination qui est, me semble-t-il, le lieu privilégié du dialogue entre les élus de la population que nous sommes, les associations représentatives que vous êtes, et puis l'office public et la mairie qui a la maîtrise en quelque sorte et technique et politique de l'opération. Je voulais savoir quel était le moyen pour un habitant du quartier de donner son avis sur les aménagements de façon générale. Je veux dire, de façon aussi simple, on parle d'espaces verts. Je peux vous demander, est-ce que les enfants sont envisagés dans ces espaces verts? On parle de garder les ateliers. Moi, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il est conçu qu'on n'ait pas un 38 tonnes pendant une demi-heure dans la rue? Est-ce que la télévision par câble est envisagée quand c'est possible dans le cadre de la loi? Enfin, des choses aussi simples que ça, que des tas de gens du quartier peuvent être amenés à suggérer. Est-ce qu'il y a une procédure souple pour que cette concertation ait lieu? Effectivement, la concertation que l'on peut avoir aujourd'hui et le fait qu'éventuellement on peut faire prévaloir, ça ne suffit pas encore, je veux dire, on va peut-être pas encore assez loin. Ce qu'on peut prévoir, c'est effectivement peut-être des groupes de travail, des espèces d'ateliers où il y a les gens de l'antenne, des architectes, des techniciens et la population qui puissent venir s'en aller, enfin quelque chose d'ouvert. Bon. Oh,